Alors, donc voilà, nous venons de finir la seconde partie et en toute logique, nous allons attaquer la troisième et dernière partie du cours. Trois petites choses toutefois avant de commencer. La première, pour vous dire que nous n'allons pas nous voir cette année parce que je ne fais pas les TD que je faisais l'année précédente. N'hésitez pas toutefois à me contacter, vous m'envoyez un mail et je vous répondrai. Mon mail, vous l'avez dans le livret de l'étudiant, eric.lebreton en un seul mot. Mon nom normalement s'écrit en deux mots, mais dans mon mail c'est en un seul mot, eric.lebreton@univ-6 rennes2.fr et puis je vous répondrai. Deuxième et troisième en fait mot pour revenir de manière un peu plus précise sur les modalités de contrôle des connaissances. Deux travails à rendre cette année. Le premier dans le cadre des TD qui vont être animés notamment par mon collègue Olivier Dessouches qui connaît bien toutes ces questions de mobilité et plus particulièrement pour ce qui concerne les migrations. Il a fait sa thèse sur, de mémoire, les Chinois, la population chinoise à Rome. Olivier vivait à Rome à ce moment, donc c'est un bon connaisseur de la question migratoire. Il va animer les TD et avec lui, le contrôle des connaissances consistera en la réalisation par petits groupes, 3, 4, 5, 6 personnes, de mini-enquêtes sur une thématique que vous choisirez, ayant trait bien sûr aux mobilités résidentielles, virtuelles, migratoires ou quotidiennes. Et puis en fin de TD, vous ferez une présentation orale de ce travail de mini-enquête à vos camarades. Ça fait un moment qui est souvent sympa. Et ça fera une note. La deuxième note, c'est moi qui vous l'attribuerai. Je vous demanderai, ça va vous être confirmé officiellement par la suite, après la rentrée, mais je vous demande de me donner à la fin du premier semestre une note écrite, on va dire comptant de 8000 à 10 000 signes, espace compris, entre 8000 et 10 000 signes, espace compris, note dans laquelle vous proposerez votre conclusion du cours. Je ne vais pas faire de conclusion. C'est vous qui allez rédiger votre conclusion à vous du cours, 8000 à 10 000 signes. Je vous propose de faire ça soit seul, soit à deux, soit à trois personnes, 3 noms dans ce cas-là sur la copie, et puis voilà. D'accord? Alors une vraie conclusion, c'est-à-dire que vous ne reprenez pas le cours, ça n'est pas la peine, je le connais, mais vous donnez votre point de vue à partir de vos lectures, de ce que vous observez évidemment autour de vous, de ce que vous connaissez, de vos voyages, etc., etc. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez raconter sur les mobilités d'ores et déjà en tant que sociologue à partir des quelques pistes que je vous aurai données, y compris bien sûr les pistes de méthode et technique d'enquête. C'est une question tout à fait importante et de premier plan en sociologie. Voilà, et nous entrons donc dans cette troisième et dernière partie du cours. Je modifie un petit peu le plan. J'avais annoncé quelque chose en 3 temps. Un premier temps sur l'école de Chicago, un second temps sur Zygmunt Bauman, un troisième temps sur Saskia Sassen. J'enlève le premier temps sur l'école de Chicago. Ça va être un détour un peu long et pas tout à fait raccord quand même avec ce que j'ai présenté jusqu'à aujourd'hui, à savoir des éléments plutôt contemporains
sur les sociologies ou la sociologie des mobilités et des migrations. L'école de Chicago, 1890-1920, c'est très éloigné de nous dans le temps et dans l'espace, même si c'est effectivement très important encore quand on s'intéresse aux questions mobilitaires, mais c'est pas grave. Et donc, un premier temps sur Zygmunt Bauman, un autre temps sur Saskia Sassen. Vous comprenez la logique du cours en 12 heures, un peu moins avec face caméra, mais la logique du cours, en très peu de temps, en fait, j'essaye de vous donner quelques éléments cohérents, mais en même temps en élargissant autant que faire se peut le spectre. Un premier temps, quand on parle de mobilité, de quoi parle-t-on? Un deuxième temps, comment est-ce qu'on peut enquêter? Et puis un troisième temps, jetons un œil sur quelques travaux centraux, emblématiques, importants, contemporains, dans le champ mobilitaire. Et je choisis ces deux personnes dont nous allons parler. Un homme, d'abord, Zygmunt Bauman, et une femme, Saskia Sassen. Il y a plusieurs femmes dans le champ mobilitaire, des noms importants, tout à fait importants. Par exemple, l'américaine Mimi Scheller, qui a beaucoup travaillé avec John Urry, ou la britannique Monica Blucher, qui a elle aussi beaucoup travaillé avec John Urry, ou encore une autre britannique, mais hongroise, de nationalité initiale, qui travaille à la London Economic School, Fran Tonkis. Mais nous parlerons de quelqu'un qui est quand même beaucoup plus renommé, qui produit des livres vraiment très très importants, et qui est Saskia Sassen. Alors j'ai un cheveu sur la langue. Alors c'est vrai que quand je dis Saskia Sassen, on a l'impression que je glisse sur une flaque d'eau, mais ça n'est pas le cas. Alors vous voyez mon ordinateur sur l'écran, et puis vous avez eu le temps de voir ça depuis le début. Ici, vous avez les documents que j'ai utilisés dans le préambule, tous les documents, y compris tous les films que j'ai utilisés dans la première partie du cours, les documents et notamment tous les films, tous les parcours commentés, tous les articles de la seconde partie, et puis, je viens de l'ouvrir, les documents de la partie 3. Les choses se présentent comme ça. Un dossier pour Zygmunt Bauman, un dossier pour Saskia Sassen. J'ouvre le dossier pour Zygmunt Bauman, je ferme mon téléphone. Il n'y a que les enseignants qui oublient de fermer leur téléphone. Les étudiants n'oublient jamais. Et puis, vous trouverez un petit peu d'iconographie. Et puis surtout, là, j'ai fait des slides que vous aurez et qui sont, sur lesquels je vais m'appuyer pour vous présenter. Je commence maintenant le travail de Zygmunt Bauman. Voyez, attention à l'orthographe de son prénom et de son nom. Il naît en 1925, comme Alain Touraine. Vous connaissez le grand sociologue français Alain Touraine, toujours vivant, toujours actif. Zygmunt Bauman est né la même année 1925, mais il est décédé il y a 2 ans et demi, maintenant à l'âge assez avancé de 92 ans. Voilà une photo de lui. Alors c'est une photo un petit peu amusante. En fait, c'est pas tout à fait lui, mais je vous l'ai dit, moi j'aime bien voir les gens que je lis, j'aime bien les entendre. J'aime bien essayer de comprendre comment ils sont. Et ce que nous allons faire tout de suite, c'est que on va sur YouTube et on va écouter Zygmunt Bauman 2 minutes, pas plus, mais pour le voir bouger et puis pour le voir exister. Alors, je vais y venir tout de suite après. Zygmunt Bauman est quelqu'un de peu connu en France, pas connu en France, extrêmement connu partout ailleurs dans le monde. Et si vous allez sur YouTube, vous allez voir des dizaines et des dizaines de vidéos de Bauman dans des situations diverses. Voilà. Là, il est à Prague en 2010.
On l'écoute un petit peu, pas longtemps, 2 minutes. The world we live in. Thank you, Mr. Chairman, for Voilà. generosity. Et voilà Zygmunt Bauman. 5 to 10 minutes is a lot of time, but unfortunately not enough even to bite at some problems of contemporary world which is in focus of this 14th forum, a world which is known for being overwhelmed, overloaded, overthrown with problems. Whatever problems I try to handle here will be at the expense of others and actually, contrary to my intentions, undermining their significance. As far as the world we want to live in, well, I can't tell you much, really, because first of all, in 60 years of dealing with sociology, studying sociology, I never learned any skills of prophesizing the future, and I wouldn't dare to attempt it now at your expense. And secondly, at the end of my unforgivably long life, the only definition of good society which I arrived at is that the good society is society which believes that it is not good enough. Beyond that, I have very little to offer. And therefore, I would rather a little bit switch the emphasis in the title of this conference. Allez, voilà, on arrête. Vous trouverez ça sur Internet sans problème. Alors, j'aime bien cette conférence pour plein de raisons. D'abord parce que Bauman, malheureusement, il est à la fin de sa vie dans cette vidéo. Enfin, il lui en reste encore quelques années à vivre, 6 ans et quelques. On voit, c'est une espèce de professeur tournesol, en fait. Il intervient presque toujours sans notes. Il part dans des propos, dans des digressions, comme ça. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a 90 ans, ou presque 90 ans. Donc, vous imaginez un petit peu le rapport qu'il a au monde et puis à sa connaissance. Bon, donc c'est bien. Et puis, c'est tout à fait anecdotique, mais vous voyez à côté de Bauman, à la tribune, il y a quelqu'un qui l'écoute et puis qui sourit un petit peu à la plaisanterie de Bauman. Et ce monsieur chauve à côté s'appelle Richard Sennett. Richard Sennett, c'est un Américain, un grand sociologue américain, un sociologue urbain, qui a rédigé vraiment des livres importants, notamment Les tyrannies de l'intimité en 1977. Et il se trouve que Richard Sennett est le mari de Saskia Sassen, dont nous allons parler après. Voilà pourquoi j'ai retenu cette vidéo, parce qu'il y a le clin d'œil de Bauman en train de nous parler et de nous dire qu'il n'est pas un prophète, que la sociologie ne permet pas de faire de prophétie. Et puis à côté, il y a Richard Sennett. Bon, vous allez me dire, c'est une espèce d'humour de prof. Mais voilà. Alors, le plan de ma présentation de Bauman, en 5 points. C'est un peu mystérieux comme ça, je vais essayer de clarifier les choses. Nous allons consacrer une petite heure à la présentation de Bauman. Premier point, le monde liquide. Le monde liquide. Nous vivons pour Bauman dans un monde liquide. Pas mobile. C'est presque la même chose sans être tout à fait la même chose. Mais retenez en tout cas que liquide, c'est le mot de Zygmunt Bauman. J'ose pas dire c'est son concept, parce que c'est pas tout à fait un concept pour moi. Mais en tout cas, c'est vraiment le mot qui est au cœur de son œuvre. L'amour liquide, la modernité liquide, le monde liquide. Deuxième point, la mobilité comme sécession. Bauman, il a un point de vue très sombre, anxieux, sur le monde hypermobile dans lequel nous vivons, qui est un monde, monde dans lequel la mobilité, en fait, durcit beaucoup les inégalités sociales et économiques. On va y venir. Troisième point, l'absentéisme des propriétaires. C'est une de ces expressions, l'absentéisme des propriétaires.
je n'en dis rien pour le moment. Quatrième point, la mobilité contre l'État. Cinquième point, touristes et vagabonds. Quand Bauman regarde le monde autour de lui, il voit deux grandes catégories de population, les touristes d'un côté, les vagabonds de l'autre. Vous voyez tout de suite que ce sont deux mots qui renvoient à des pratiques de mobilité. Le touriste, c'est celui qui a une mobilité touristique. Quand on est touriste, on se déplace, au moins pour aller à destination. Et puis, généralement, c'est une mobilité plutôt agréable, en tout cas pas contrainte. Le vagabond, c'est aussi quelqu'un qui est engagé dans des pratiques de mobilité, mais des pratiques beaucoup plus difficiles à vivre. Le vagabond ne vit pas dans le confort. Voilà, 5 points. Vous avez le slide, vous êtes sur votre ordinateur, vous faites stop, vous regardez. Ça, c'est quand même c'est l'intérêt particulier des cours comme ça, avec la caméra et sur Cursus, c'est que vous pouvez les prendre à votre rythme, ce qui me permet, moi, d'aller un tout petit peu plus vite qu'en cours. Alors, quelques éléments d'introduction maintenant pour situer un petit peu, comment il s'appelle, Zygmunt Bauman. Il est polono-britannique, j'insiste là-dessus parce qu'il se trouve que la quasi-totalité des grands noms, des chercheurs et chercheuses de ces questions mobilitaires ont au moins 2 nationalités. Bauman, il est né en Pologne, il avait la nationalité polonaise et il a vécu une grande partie de sa vie en Angleterre et il a la nationalité britannique. Saskia Sassen, elle est née aux Pays-Bas, elle a vécu longtemps en Argentine et elle est américaine. Manuel Castells, dont on ne parlera pas, et on aurait pu parler de lui, bien sûr. Il est catalan, il est espagnol, il a vécu en France très très longtemps, et puis il est parti aux États-Unis, etc., etc. C'est marrant. Et puis, Bauman, il a fait l'essentiel de sa carrière, en fait, une grande partie de sa carrière, et la deuxième moitié de sa longue vie à l'université de Leeds, donc en Angleterre, un petit peu au nord, dans le centre de l'Angleterre, au nord-ouest de Londres, à peu près à la hauteur de Liverpool, Manchester, Leeds. C'est une grande ville du centre de l'Angleterre. Et il était, bien sûr, il intervenait dans ce lieu très important de la recherche et de l'enseignement britannique, la London School of Economics. Voilà. Vous savez qu'en France, on est un grand intellectuel. Généralement, on arrive à l'école des hautes études ou au Collège de France. En Angleterre, quand on est vraiment un universitaire important, eh bien, on arrive généralement à la London School of Economics. Il a une vie aventureuse, très aventureuse. Donc, il naît en Pologne. Sa famille est de confession juive, non pratiquante. Et il fuit bien évidemment le régime nazi. Il va s'installer en Union soviétique. Pendant la guerre, il s'engage, il est très jeune, il s'engage dans l'armée soviétique. Il intègre les services secrets de l'armée soviétique. Il atteint un grade, il est officier, il a un grade important. Et puis son père, pendant la guerre, le régime soviétique est très très antisémite aussi. Et son père fait discrètement des démarches pour pouvoir fuir l'Union soviétique et s'installer vers Israël, qui n'existe pas encore tout à fait. Et l'armée soviétique a connaissance de ces démarches du père de Bauman et en fait reproche à Bauman qui n'a d'autre choix que de fuir une seconde fois, de quitter l'Union soviétique et d'aller s'installer d'abord à Londres, où il vit quelques années dans des conditions assez difficiles, comme un autre grand sociologue de l'époque, Norbert Elias, qui est à Londres, lui aussi, dans des conditions très difficiles, Norbert Elias, de misère ou de quasi-misère. Et puis, comment il s'appelle Bauman s'en sort, et puis il finit par obtenir un poste à Leeds,
et il y reste et il y restera jusqu'à la fin de ses jours. Alors, je l'ai dit, je le redis, c'est quelque chose de singulier. C'est un grand témoin, il est considéré comme un grand intellectuel, invité partout. Il reçoit des prix, des distinctions, absolument partout. Il est invité à faire des grandes conférences. Il est reçu absolument partout, en Italie, en Espagne, au Brésil, aux États-Unis, en Pologne, évidemment, absolument partout. Considéré comme un grand intellectuel qui comprend un peu mieux que d'autres la marche du monde, sauf en France. Voilà, sauf en France. Alors c'est une des particularités françaises. Hein. Alors pourquoi peut-être parce que c'est ce que j'écris sur le PowerPoint, hein, et je vais y revenir. Bauman, c'est un sociologue, mais c'est un sociologue particulier. C'est le genre de sociologue qu'on pratique peu en France, c'est-à-dire très très loin de l'empirique. Je ne sais pas si Zygmunt Bauman a fait une seule fois dans sa vie des enquêtes de terrain. Hein. On va parler un petit peu de ce qu'il produit. Il est très très loin du terrain. Hein. Alors, ce n'est pas de la philosophie non plus, mais c'est en tout cas pas une sociologie empirique à la française. Il publie énormément, je vais y venir là aussi. Il a publié 60 livres. Il publie beaucoup, très vite, un peu trop vite, très certainement. Et puis il publie des livres qui sont à l'image de ce qu'il est, des livres qui sont peu académiques. Il ne s'embarrasse pas tellement de notes de bas de page, il ne s'embarrasse pas tellement de grandes bibliographies, il ne s'embarrasse pas tellement d'état des lieux de la littérature scientifique sur tel et tel sujet. Voilà, il est très libre dans son rapport au savoir, et puis il est aussi relativement indifférent au découpage disciplinaire, auquel, en France, nous sommes quand même relativement accrochés. Hein. D'un côté, la sociologie, de l'autre, la géographie, de l'autre, l'histoire, de l'autre, les sciences politiques. Hein, chacun chez soi, et les vaches seront bien gardées. Même si, enfin, en France, on est quand même assez comme ça. Donc, vous voyez que tous ces clivages, Bauman les fait exploser. Et ça peut expliquer qu'il n'ait jamais été reçu en France. Je ne crois pas qu'il ait fait de grandes conférences, il n'a pas fait de grandes interventions, il est honoris causa d'aucune université, etc. Voilà, donc le monde d'un côté et puis la France. Toujours dans l'introduction, hein, pour vous préparer en quelque sorte à lire Zygmunt Bauman, parce que je vous y invite évidemment très très fortement tout de suite. Je vais vous donner de suite des conseils de lecture. C'est un sociologue qu'on dit radical. C'est un sociologue radical. Alors on dit, vous savez, on peut très bien avoir un costume, une cravate, et être très radical. Hein. Ce n'est pas réservé aux cheveux longs barbus, la radicalité. Hein. Donc Bauman, il avait des costumes, des cravates, et c'est quelqu'un de très radical. Alors en quoi est-il radical? De plusieurs manières. D'abord, il a un regard qui embrasse le monde entier. D'accord? Il a des objets très globaux. Voilà, quand vous lirez Bauman, il ne parle pas d'une situation anglaise ou d'une situation française ou d'une situation brésilienne, pas du tout. Il parle de la société moderne dans son ensemble, le monde moderne dans son ensemble, dans sa totalité, saisi d'un seul tenant. Il est radical aussi parce qu'il a des objets qui sont énormes. C'est-à-dire, c'est ce que je marque, hein, il s'intéresse à la globalisation. C'est un sociologue de la globalisation. Là encore, la globalisation dans son entièreté. Économique, culturelle, sociale, politique. Alors évidemment, quand on regarde ça du point de vue français ou d'un point de vue très sociologique, empirique, on se dit, c'est un peu gros quand même. C'est pas grave, lui il le fait, il marche comme ça, d'accord ? Absolument pas empirique. Et le fait que ce soit pas empirique, que son travail ne soit pas empirique, lui permet, pour le meilleur et pour le pire, beaucoup de raccourcis, beaucoup de formules chic et choc,
beaucoup de typologies un petit peu à l'emporte-pièce. Vous voyez, hein, vous êtes en L3, donc vous commencez de bien comprendre le problème. Quand on est tenu par l'empirie et par les enquêtes de terrain, ma foi, on ne peut pas raconter n'importe quoi. C'est difficile, parce qu'on sait bien en son fort intérieur que on n'est pas sûr, donc on ne peut pas trop s'avancer. Bauman, il ne fait pas d'enquête, donc ça le libère, en quelque sorte, du régime de la preuve. Voilà la vraie question. Ça le libère du régime de la preuve, et donc ça ouvre la porte au discours. Et puis radical, enfin, parce qu'il est dans un rapport très critique aux transformations contemporaines du monde. Ce qu'il montre, en définitive, à longueur de livre, c'est l'engagement du monde entier dans un destin nouveau. Voilà. Ni plus ni moins. L'engagement du monde dans un régime liquide. Voilà. Donc il y a un avant et un après. C'est pas forcément bien daté, mais on est en période de collapsologie, c'est un petit peu la mode. D'une certaine manière, Zygmunt Bauman, c'est un collapsologue. Mais ce n'est pas un collapsologue dans le registre de l'environnement, de l'écologie et de la mise en danger écologique de la planète. C'est un collapsologue dans le registre social, économique. C'est un collapsologue social. D'accord ? La mise en mobilité du monde le fait entrer dans un nouveau régime liquide, dont on ne sait pas très bien ce que ça va donner, mais a priori, ça ne va pas donner des choses fantastiques. Ça va plutôt donner des amplifications d'inégalités, des amplifications de conflits sociaux planétaires, etc., etc. Voilà, pour toutes ces raisons, Bauman est un sociologue critique, un sociologue radical, qui est en fait peu sociologue, hein, je l'ai dit, et qui produit ce que l'on appelle de la théorie sociale. Hein, si on veut être un peu rigoureux, Bauman n'est pas un sociologue, n'est pas un politiste, c'est quelqu'un qui fait de la théorie sociale, un produit qui n'a pas vraiment cours ou peu cours en France. Il y a quelques noms quand même de gens qui font de la théorie sociale, mais c'est-à-dire un regard porté sur les fonctionnements sociaux qui est non empirique et non inscrit dans telle ou telle discipline. Pour le dire encore autrement, Bauman fait partie des essayistes de la société. C'est un essayiste de la société. Alors il a une formation de sociologue, hein, il connaît beaucoup de choses, évidemment, mais il a pris beaucoup de distance avec ça. Et donc, quatrième point de ce slide, il a, et je suis le premier à m'énerver hein, quand je le lis, il a beaucoup d'images fortes, mais un peu creuses. Il a beaucoup de propos à l'emporte-pièce. Il a beaucoup de formules chic et choc dont on ne sait pas très bien ce qu'elles veulent vraiment dire. Il a beaucoup de propos dont on ne sait jamais très bien sur quoi c'est fondé. Et pour ma part, je suis un modeste sociologue empiriste. Souvent, Bauman, ça ne m'intéresse pas spécialement, quoi. Quand je le lis, j'ai plutôt tendance à m'énerver et à me dire que l'éditeur aurait mieux fait de lui demander de revoir un petit peu sa copie, parce que de toute évidence, ce ne sont pas des propos très sérieux. Voilà, je suis très critique de Bauman, mais en même temps, j'aime beaucoup, et je trouve ce genre d'approche très précieuse, parce que c'est quelqu'un qui fait partie des intellectuels capables de nous proposer des grands paysages globaux, des grands panoramas historiques, des grandes interprétations très englobantes. Et c'est quelque chose qui est extrêmement précieux quand on peut
corroborer ce que le grand panorama nous dit, précieux aussi quand on critique ce grand panorama. Ce que je veux dire par là, c'est que la sociologie, en 2020, en France, elle est devenue très rigoureuse, très attentive au terrain, très prudente, et puis souvent aussi trop prudente, pas très enthousiasmante, pas très courageuse, pas très audacieuse, et en définitive, elle ne propose pas grand-chose en matière d'interprétation du monde dans lequel nous vivons. C'est assez nouveau pour la sociologie française. Si on retourne aux années 1960, l'époque du marxisme urbain, entre autres, 1960, 1970, 80, encore 90, on avait les grands sociologues, Alain Touraine et les mouvements sociaux, tout le marxisme, Pierre Bourdieu, etc., etc. On avait des sociologues qui proposaient des approches globales de la société. Et c'était assez enthousiasmant, et voilà. Aujourd'hui, on est devenu un peu trop rigoureux et on manque de perspective globale et d'interprétation un peu générale de qui nous sommes et que sont nos sociétés. Donc vous voyez, il faut marcher de mon point de vue, en tout cas sur les deux pieds. Bauman, c'est à critiquer parce que très souvent c'est trop léger. Et en même temps, c'est extrêmement précieux parce que c'est intellectuellement stimulant. Voilà pourquoi il faut lire Zygmunt Bauman, il faut lire Saskia Sassen, il faut lire d'autres gens comme ça parce qu'ils donnent de grands panoramas et ça fait réfléchir. C'est heuristique, j'ai utilisé ce mot dans le préambule, c'est heuristique, ça aide à trouver, ça aide à réfléchir et Bauman, il est bien sûr très fortement inscrit dans cette veine. Bauman, 60 livres. Vous voyez, c'était quelqu'un qui a énormément produit, énormément écrit. Et puis quand je vous dis 60 livres, pour les derniers au moins, ce n'étaient pas des livres de 160 pages, hein, comme on fait aujourd'hui. C'était des livres de 400, 450, 500 pages. Alors il a écrit presque autant que, par exemple, ce sociologue français de la ville, Henri Lefebvre, qui lui a écrit 80 livres. Mais Bauman, 60 livres, c'est déjà pas mal. Et puis, je précise, hein, certaines années, il publiait plusieurs livres dans l'année. Vous imaginez le temps qu'il passait assis à sa table à écrire. Et puis, entre 1997 et 2013, donc à partir de 72 ans, il écrit encore 25 livres avant son décès. À partir de 72 ans, il écrit 25 livres. Tout ça pour dire et insister sur le fait qu'il avait une vitalité vraiment extraordinaire. Il était aware, hein. Il était branché sur le monde et alimenté par le monde. Ça aussi, c'est une qualité vraiment extraordinaire. Des gens comme ça, hein, vous savez, les universitaires moyens que nous sommes, à partir de 50 ans, déjà, on commence de ralentir un peu. Des gens comme Bauman, ils ont encore 50 ans de production intellectuelle foisonnante. Quelques-uns de ces livres, parmi ceux que je vous suggère de lire. La vie en miettes, expérience postmoderne et moralité. Très bon livre, ou très mauvais livre, hein, mais un livre intéressant en tout cas, un livre à lire. Alors il est intéressant aussi, Bauman, pour des étudiants en particulier, il n'est pas jargonneux. Hein. Je l'ai dit, je ne suis pas un sociologue, le monde académique, il s'en fout pas mal, donc il n'est pas jargonneux. Il n'y a pas de notes de bas de page. Il écrit de manière très libre, très facile à lire. Voilà la vie en miettes. Hein. Dans le monde liquide, nos vies à nous sont en miettes.
expérience postmodernité et moralité. Un autre, voilà, celui-là, je vous suggère particulièrement de le lire, Zygmunt Bauman, La société ACG. Alors, il n'y a pas vraiment matière à présenter chacun des livres, hein, parce qu'ils ont tous à peu près la même thématique. Le monde moderne et la transition liquide. Voilà. Donc, La société assiégée, là, je vous invite à lire celui-là en particulier. Il est très, très bien, en poche, hein, pluriel. Et Bauman, on le trouve à la bibliothèque centrale et dans les bibliothèques de section, sans problème. L'amour liquide. Vous voyez, sous-titre de la fragilité des liens entre les hommes. L'amour liquide. C'est un beau titre. Évidemment, c'est pas mal. Hein. Voilà, l'amour liquide. Hein. Nous avons parlé la fois passée de Tinder, de Grindr, des applis de rencontres, de comment ça s'appelle, de Mythique, de tas de choses comme ça, de l'augmentation très forte, de la divorcialité. Bah, c'est l'amour liquide. Hein. Avant, c'était l'amour solide. On se mariait, une femme se mariait à 16 ans. Et puis, jusqu'à la fin de sa vie, on restait comme ça ne bougeait pas. Hein. Le couple était dans le granit. Là, aujourd'hui, il est dans la mobilité virtuelle. Le couple, les couples, donc ça donne l'amour liquide. Très bon livre. Modernité liquide, hein, traduit en espagnol. Modernité liquide. Voilà, tout est liquide, hein, pour Bauman. Alors, je reviens un petit peu. Donc, vous voyez un peu, hein, bon, 4 couvertures sur 60 livres, traduits absolument dans toutes les langues. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur Bauman, il y a 3 textes en français. Alors, il y a peut-être un petit peu plus maintenant, je n'ai pas actualisé cette année, mais il y a 3 textes. Vous avez les références.